tous les ans, vous le découvrez, nous apportons de plus en plus de bateaux, de solutions, de services sur l'ensemble du salon. Et chaque année, le salon s'enrichit de nouvelles idées, de nouvelles dispositions. Donc cette année, effectivement, on a pu bénéficier d'une bonne médiatisation, avec un bon travail avec Midi Libre et puis avec toi, Paul-Éric. Donc ça, c'est le succès du salon que l'on retrouve chaque année, et c'est grâce à vous qu'on arrive à réaliser tout ça. Donc merci beaucoup. Pour ceux qui sont déjà venus à des conférences, chaque année, on essaie de présenter, j'essaie de présenter une conférence qui tourne autour du moteur, puisque c'est notre domaine de compétence chez nous à Croix-du-Sud. On a vu différentes évolutions du moteur. On a vu au cours des différentes années de conférences comment entretenir son moteur, comment l'hiverner. On a vu le fonctionnement des éléments du moteur. Donc chaque fois on essaie de voir un visage différent pour que petit à petit on puisse avoir une vraie culture du moteur, même chez des partisans de la voile, puisque le moteur est quand même toujours présent malgré tout dans les bateaux. Cette année, on va dire, vu mon planning extrêmement chargé également, donc on a un petit peu réduit le domaine à visiter, et j'ai voulu parler un petit peu des nouvelles technologies du moteur au service de l'environnement, de la réduction de consommation, puisque c'est un sujet qui est très actuel aujourd'hui et qui est une demande importante de la part de notre clientèle, où on veut bien sûr pouvoir profiter d'un moteur, puisque c'est un organe de sécurité essentiel sur le bateau, mais pas à n'importe quel prix, avec d'une part, pour son budget, une consommation qui reste réduite, parce que tout le monde forcément a besoin de faire attention aujourd'hui, mais également avec des considérations environnementales, de pollution, de rejet de fumée, de gaz, etc. Donc on va essayer de voir un petit peu comment les constructeurs aujourd'hui peuvent répondre à ces questions, peuvent répondre à ces demandes du public. Alors d'abord on va se poser la question, l'innovation pourquoi? Donc dans quelle idée? Les normes anti-pollution qui concernent le domaine maritime, les problématiques qu'on a à résoudre pour justement répondre à cette diminution de consommation et de pollution, et les solutions que les constructeurs ont pu développer au fil des années, et on va un petit peu se projeter sur l'avenir. On partage également cette conférence avec le lycée Mermoz qui est présent ici, qui prendra la parole enfin lorsque j'aurai fini mon diaporama, et qui va découler derrière sur la nécessité de formation de nos jeunes pour les emplois à venir, mais également la nécessité de formation pour notre personnel, puisque l'évolution technologique des moteurs entraîne aussi un besoin de formation de plus en plus important. Alors pourquoi évoluer? On en a parlé un petit peu en introduction. D'abord pour répondre à une demande des clients, puisque c'est une demande de plus en plus pressante de nos clients, pressante vis-à-vis de nous, mais pressante également vis-à-vis des constructeurs et des vendeurs de bateaux. On a besoin de réduire le coût d'utilisation du bateau. On veut se faire plaisir, mais malgré tout pas à n'importe quel prix. Donc on va chercher à voir comment on peut diminuer les coûts. On va essayer également d'améliorer le confort. Le client aujourd'hui est très attaché à son confort d'utilisation, et la mer ne suffit plus, je dirais. Aujourd'hui, quand on achète un bateau, on veut pouvoir profiter de la mer. Malgré tout, on veut quand même amener avec soi son confort. Donc on le voit avec des bateaux qui sont de mieux en mieux équipés, qui amènent tout le confort qu'on peut retrouver à la maison. Et on retrouve aussi cette envie-là au niveau du moteur. On ne veut plus aujourd'hui un moteur qui fume, qui pue, qui fait du bruit, qui vibre. Donc on a besoin d'avoir quelque chose qui soit le plus neutre possible dans son plaisir de la mer. Après, il y a une nécessité qui est, je dirais, d'ordre réglementaire, avec là aussi une pression du public par rapport aux normes environnementales. Vis-à-vis de cette pression, les États-Unis, l'Europe, au
départ qui étaient sur des systèmes différents, se sont unifiés avec des normes anti-pollution qui sont maintenant communes et qui sont de plus en plus restrictives avec des paliers d'évolution, de manière à réduire à chaque palier de plus en plus ces consommations et ces émissions de pollution. Après également, il y a un autre besoin d'innover pour les constructeurs, c'est de garder un avantage concurrentiel. Si aujourd'hui nos constructeurs font un investissement important dans ces recherches-là, il y a certes répondre aux deux besoins qu'on a vus auparavant, mais il y a également la nécessité pour eux de montrer que ce sont des marques qui innovent, ce sont des marques de premier plan, et c'est une manière aussi pour eux de faire la différence vis-à-vis d'autres constructeurs. C'est une manière aussi de maîtriser avant les autres toutes les technologies, puisque chaque technologie qui est mise en place entraîne derrière une période de mise au point, de fiabilité. On le voit chaque fois qu'il y a l'introduction d'une nouvelle technologie, pendant les 2-3 premières années, on rencontre des problèmes de fiabilité qui sont traités très rapidement aujourd'hui par les constructeurs, et donc il faut pouvoir y répondre. Et eux, intégrer les nouvelles technologies sans attendre que la pression réglementaire le demande, c'est un moyen aussi de fiabiliser très rapidement les process et de rentabiliser au mieux les outils de production. Alors les normes anti-pollution ont été établies à partir de plusieurs paramètres, parce qu'on ne peut pas maîtriser la totalité de la pollution émise. Donc le législateur s'est concentré sur les éléments qui étaient le plus nocifs pour la santé et pour la faune et la flore. Alors d'abord il y a tout ce qui est particules fines, donc ça on entend beaucoup parler aussi au niveau des voitures, et notamment avec les problématiques du diesel qui émet beaucoup de particules fines. Donc c'est des particules liées, particules métalliques liées à l'usure du moteur, mais également des particules qui sont déjà intégrées dans les carburants et qui au cours de la combustion soit transformées, soit créées par la combustion, et qui sont à l'origine de beaucoup de désagréments au niveau santé et environnemental. Quand on parle de particules fines, on est ici sur des particules qui sont de l'ordre de 10 à 100 microns, donc c'est vraiment très très petit, et elles sont dangereuses justement parce que leur faible dimension fait qu'on les intègre directement dans nos poumons, et qu'il y a passage de l'air au sang par les poumons. Un autre élément qui est très regardé également, c'est les oxydes d'azote, qui sont générés, eux, par la combustion directe dans le moteur. On a le monoxyde de carbone, donc qui est un élément de pollution important, et qui, lui, est très dangereux au niveau de l'inhalation pour l'homme. Et on a des hydrocarbures non brûlés, qui sont les résidus de la combustion quand le moteur crée une explosion pour pouvoir fonctionner. Cette explosion, elle n'est jamais parfaite. Et comme elle n'est jamais parfaite, on se retrouve en sortie d'échappement avec des restes d'hydrocarbures qui ne sont pas brûlés et qui sont là aussi inhalés par l'homme, ou alors rejetés directement dans la mer, et donc qui viennent polluer notre eau. Alors les normes qui ont été mises en place, il y en a une principalement qui a été mise en place, qui porte deux noms. C'est la norme tiers ou euro. Donc tiers pour la partie américaine et euro pour la partie européenne, qui sont exactement sur les mêmes bases, avec quelques petites modifications d'application, mais globalement ce sont exactement les mêmes normes. Elles ont été imposées donc conjointement par l'UPA, qui est l'agence environnementale américaine, et par l'Union européenne à l'ensemble des pays de l'Europe. Ces normes, elles ont plusieurs phases dans leur intégration, et elles consistaient à réduire progressivement depuis le début de la création des normes jusqu'à aujourd'hui, et sur les normes à venir, de plus de 90% les émissions de gaz. Il y aura également d'autres paliers qui vont venir plus tard, et peut-être on peut imaginer qu'on arrivera
à zéro émission de pollution en sortie d'échappement. Alors la première norme qui a été imposée, c'est la Tier 1, qui était en 1996. Là aussi, application avec plusieurs paliers, suivant les puissances moteurs, suivant les applications commerciales ou plaisance. Ça a évolué ensuite vers Tier 2 en 2001, Tier 3 en 2005, Tier 4 en 2011. Et après, on aura d'autres paliers qui viendront plus tard. Le Tier 4 a été introduit avec plusieurs niveaux d'application. Le dernier niveau d'application intervenant l'année prochaine, en 2014, avec là aussi une réduction un peu plus drastique des émissions. Après, il y a une norme importante aussi qu'on retrouve en marine, même si nous n'y sommes pas appliqués, c'est la norme CARB. C'est une norme spécifique à la Californie. La Californie, c'est un État américain qui a décidé d'être très en avance au niveau environnemental aux États-Unis. Donc malgré le cliché souvent qu'on peut avoir où les États-Unis sont des forts pollueurs sur divers endroits, mais la Californie a pris ce contre-pied justement différent et a vraiment misé sur l'environnement pour son développement. Et elle a décidé d'introduire une norme encore plus drastique que ces normes tiers, avec la norme CARB, où elle va aller beaucoup plus loin dans la réduction des émissions de pollution. Alors on voit ici graphiquement ce qui image un peu mieux la réduction qu'on peut obtenir, où on voit que d'une norme qui déjà à l'époque imposait une réduction, c'est-à-dire que le départ il est par là. Donc la première norme dit il faut réduire à ce niveau-là les émissions d'oxyde d'azote et de particules, et on voit qu'au fur et à mesure la réduction, les différentes applications de normes réduisent, et aujourd'hui la dernière application du tier 4, on se retrouve ici. Alors on voit bien le chemin qui a été parcouru entre là et là, et on imagine bien tout le travail qui a dû être fait par l'ensemble des constructeurs au niveau mondial pour parvenir à ce résultat. Alors pour parvenir à ce résultat, on a différents problèmes qui sont à résoudre. D'abord, c'est que le fonctionnement du moteur n'est jamais constant. On n'est pas sur un groupe électrogène par exemple, donc on va utiliser notre moteur à différents régimes et à différentes charges. Le poids du bateau est différent, l'embarquement du bateau est différent, et donc le moteur ne va pas pouvoir avoir un comportement toujours homogène par rapport à ces différences qui vont varier pendant l'utilisation. Deuxième élément pour lequel il faut tenir compte, c'est que les conditions climatiques sont variables. Le moteur est un organe ouvert, donc il vient prélever de l'air dans l'environnement pour pouvoir fonctionner. Il vient utiliser un carburant qu'on vient lui amener pour pouvoir être utilisé. Et tout ça fait qu'il y a des variations de température, des variations d'humidité, des variations de pression atmosphérique, et tout ça, ça va avoir un impact sur le fonctionnement du moteur, et il faut en tenir compte pour la réduction des émissions de pollution, de manière à ce que cette réduction se fasse à tous les moments du fonctionnement du moteur. Le moteur peut être monté sur différentes embarcations, et donc forcément on a un fonctionnement qui est complètement différent entre une vedette rapide légère et entre un trawler lourd qui va avancer plus lentement, mais avec une charge beaucoup plus importante. Là aussi, il faut pouvoir en tenir compte. Et puis, il faut tenir compte aussi que le client, malgré tout ça, même s'il a des envies de réduire la consommation et s'il souhaite qu'on réduise la pollution, il veut aussi garder toutes les performances de son moteur. Il veut garder de la vitesse du bateau, il veut garder le couple du moteur en permanence. Donc l'amélioration doit forcément se faire, mais pas au détriment du confort et de l'utilisation du client.
Alors, quelle solution on va apporter pour pouvoir répondre à toutes ces questions? Et on va chercher déjà dans un premier lieu à injecter la quantité juste de carburant au moment juste. C'est-à-dire que avant, avec les carburateurs, entre guillemets, on gavait le moteur de carburant de manière à ce qu'il ait toujours suffisamment de carburant pour pouvoir fonctionner. Donc avec toujours un excès en arrivée, en entrée de carburant, et on retrouvait évidemment beaucoup de gaz imbrûlés en sortie et beaucoup de pollution. Et bien, on va chercher à travers différents systèmes à justement limiter cette quantité et se dire le moteur à tel régime, dans telles conditions d'utilisation, sous telles conditions climatiques, il a besoin de tant de carburant. Donc comment on va faire pour pouvoir lui injecter ce carburant nécessaire au moment voulu sans en avoir trop. Alors derrière ça, les constructeurs ont développé différentes technologies qui permettent d'améliorer ceci. Donc d'abord il y a l'injection directe qui est apparue. L'injection directe c'est vieux, hein, ça a été découvert et mis au point en 1937 pour l'aéronautique. Ça a mis quelques années à être appliqué en automobile et c'est apparu en 1952. Et ça a évolué et on a vraiment vu l'essor de l'injection dans les années 80 et petit à petit ça a été appliqué, généralisé à l'ensemble des motorisations. Ça a été un peu le même cas au niveau de la marine avec un certain décalage et maintenant la quasi-totalité des moteurs qui sortent sur le marché sont en injection directe avec différents je parle en diesel et en essence sur les deux carburants. Pour le diesel, l'injection directe a été également continuée avec l'utilisation d'un common rail. Le common rail, c'est le fait qu'au lieu d'utiliser une injection et une pompe à injection qui alimente chaque cylindre, on vient alimenter une rampe commune pour l'ensemble des cylindres qu'on met en très très forte pression et derrière on utilise des injecteurs qui vont pulvériser dans chaque chambre de cylindre la juste quantité. Donc le fait d'être en très très forte pression, ça va permettre d'avoir une pulvérisation qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus efficace et derrière une inflammation des gaz qui est nettement plus rapide et plus améliorée. Donc ça a des contraintes techniques qui ont mis un moment à être mise en place, mais maintenant c'est un système qui est parfaitement maîtrisé, qui est très très fiable et qui est généralisé sur les grosses motorisations. On ne le retrouve pas sur les moteurs, on va dire, de moins de 75 chevaux, on reste sur des injections classiques, mais dès qu'on passe au-delà de 100 chevaux, la quasi-totalité des constructeurs sont sur de la rampe commune. En parallèle de ces deux techniques d'injection et de rampe commune, pour pouvoir injecter la quantité de carburant juste, on a développé ce qu'on appelle une cartographie. C'est-à-dire qu'on est venu mêler sur la mécanique de l'électronique, et cette électronique, elle contient à l'intérieur une carte de consommation du moteur en fonction des différents éléments qu'on a vus avant, des paramètres climatiques, du fonctionnement du moteur, du régime du moteur, de la charge, etc. Donc on vient dire dans le moteur, ben, pour telle utilisation, pour tel régime, pour tel fonctionnement, tu dois envoyer telle quantité de carburant. Et l'électronique va ensuite piloter chaque injecteur indépendamment sur chaque cylindre pour injecter dans chaque cylindre la juste quantité de carburant. Et là, on a amélioré un problème, donc on a permis d'amener vraiment que la quantité qu'il fallait en carburant et ne pas avoir d'excès. Après, les constructeurs ont travaillé également sur un deuxième point qui est important pour le fonctionnement du moteur, c'est le fait de remplir plus vite et mieux le volume des cylindres. Dans le fonctionnement du moteur, on l'a vu, on doit injecter du carburant pour le fonctionnement, mais on injecte également beaucoup d'air. Et cet air, la vitesse d'entrée d'air dans le moteur, le volume d'air qui est rentré dans le moteur, va influer directement sur la qualité d'inflammation des gaz également. Donc on va développer des systèmes qui vont permettre de rentrer l'air le plus vite possible et de rentrer
la bonne quantité d'air qu'on aura besoin pour avoir une explosion de qualité. Alors, comment on va faire pour remplir mieux nos cylindres? Les constructeurs ont travaillé sur déjà un dessin optimisé des chambres et des pistons. Mais il y a des études qui ont été faites et une forte amélioration de la connaissance sur l'aérodynamisme et la circulation des fluides dans les chambres. Ils ont travaillé sur le dessin des chambres, sur le volume des chambres, sur la manière dont l'air circulait, la forme des entrées et des sorties d'air, pour nettement améliorer cette vitesse de transfert. Il y a eu une invention aussi qui est très très célèbre et qui a fortement amélioré les performances des moteurs, qui là aussi a connu des débuts assez fracassants dans les années 80, notamment en Formule 1 où ça a été développé et mis en place. C'est le turbocompresseur, où justement on vient chercher ce résultat-là. Le turbocompresseur, on vient utiliser la force d'inertie des gaz d'échappement pour faire tourner une turbine, et cette turbine vient pousser l'air à l'intérieur des chambres de combustion. Donc au lieu d'aspirer de l'air et donc de prendre de l'air à une pression atmosphérique, mais on prend le contre-pied et on dit on va pousser l'air dans le moteur. Donc on utilise le turbo pour mettre en pression l'air en admission, et en mettant en pression l'air en admission, on retrouve derrière un meilleur remplissage, un remplissage plus rapide, et donc une combustion nettement améliorée. Et d'ailleurs le turbocompresseur, c'est un organe qui apporte de très très importants gains dans le rendement du moteur. On est de l'ordre de 30%, et aujourd'hui on le voit bien, même en automobile, le turbo a été vraiment généralisé et permet de réduire la dimension des moteurs, la cylindrée des moteurs, tout en maintenant la performance. Et avant, vous le retrouvez en bateau, quand avant il fallait un 6 cylindres de 4 litres pour faire 200 chevaux, maintenant avec un 4 cylindres ou un 5 cylindres de 2 litres et demi, on arrive à faire 200 chevaux. Donc on a vraiment amélioré de ce côté-là, et cette réduction de cylindrée permet en parallèle de réduire la consommation de carburant. Autre organe qui est venu un petit peu après le turbocompresseur, mais qui est très utilisé en marine, c'est le compresseur. Alors la différence entre le turbocompresseur et le turbocompresseur fonctionne avec l'inertie des gaz d'échappement. Et en fait, dans le fonctionnement, dans le comportement du moteur, on voit que le turbo est vraiment efficace dès qu'on passe à un régime important du moteur. Donc c'est cet effet un peu coup de pied qu'on retrouve à un moment donné. Et le fonctionnement du turbocompresseur est vraiment très très optimisé pour les hauts régimes. Mais on s'est rendu compte que pour les bas régimes, et notamment en bateau où on a besoin de déjauger et d'avoir du couple à bas régime, le turbocompresseur n'était pas très adapté. Donc on est venu le compléter par un autre organe qui est le compresseur, qui lui, au lieu d'utiliser les gaz d'échappement, va être motorisé par un moteur électrique, par un embrayage électromagnétique qui se met en route à un certain régime, et qui va utiliser la rotation du moteur elle-même pour pouvoir pousser l'air. Et ces deux éléments sont complémentaires. Le compresseur vient apporter une pression d'air sur les bas régimes pour donner du couple et de la puissance à bas régime, et dès que le turbo commence à être réellement efficace, à ce moment-là le compresseur se coupe et c'est le turbo qui prend le relais. Et là on arrive à construire un moteur qui a un couple et un régime qui est relativement complet dès les bas régimes et les hauts régimes. C'est très très utilisé s'il y en a qui ont des bateaux en base, c'est très très utilisé dès qu'on a des embases, parce que ça fait fortement améliorer le déjaugeage des bateaux. Autre élément sur lequel on a travaillé pour augmenter l'admission du volume d'air dans les cylindres, c'est l'admission variable,
où, bon, sans rentrer complètement dans les détails techniques, parce que c'est des éléments qui sont relativement complexes, en fait on vient agir sur le niveau d'ouverture et le temps d'ouverture des soupapes d'admission sur les moteurs en fonction du régime du moteur. Donc, ce qui permet, au fur et à mesure de l'augmentation du régime du moteur et des contraintes de couple, etc., de modifier un petit peu la manière dont l'admission d'air se fait dans le moteur. Troisième élément sur lequel les constructeurs ont fortement travaillé, c'est obtenir une explosion rapide des gaz. On a vu qu'on donne la juste quantité de carburant au moteur. On a vu qu'on remplit l'air le plus vite possible et le meilleur volume possible. Donc une fois qu'on a ce mélange air-carburant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire exploser pour pouvoir faire fonctionner le moteur. Donc pour le faire exploser, là aussi, on va chercher à avoir une explosion qui soit le plus rapide et une combustion qui soit la plus pleine possible. C'est-à-dire que tout le volume d'air, tout le volume de carburant qu'on a rentré dans les cylindres, on va chercher à ce qu'il soit brûlé le plus possible dans son intégralité. Donc comment ça a fonctionné? On va travailler sur de l'allumage électronique qui apporte un peu plus de puissance et un peu plus de rapidité dans l'explosion au niveau des moteurs essence. Également sur les bobines, des bobines qui sont mises en place sur les bougies, où là également on va gagner de la puissance et de la rapidité sur l'allumage pour les moteurs essence. Et sur les moteurs diesel et moteurs essence aussi, on a travaillé aussi pour avoir un taux de compression qui soit plus élevé, de manière à remplir au mieux l'explosion dans les cylindres. Autre élément sur lequel on peut travailler, c'est qu'une fois qu'on a fait cette explosion dans le cylindre, il reste encore des résidus. Ces résidus, soit on les rejette directement à l'extérieur, à l'issue du pot d'échappement, soit on essaye de retraiter ces résidus, cet échappement, pour en collecter et en retirer les résidus les plus nocifs. Et c'est là qu'apparaissent des éléments comme le pot catalytique sur les moteurs essence, ou les filtres à particules sur le diesel, où là on n'est plus sur l'amélioration de la performance du moteur, on est sur essayer de réduire les déchets du moteur pour limiter cette pollution.